Cette formation présente une brève introduction à la cybersécurité par Marc-André Léger. Donc, le premier concept à retenir quand on pense à la cybersécurité sont nos objectifs. Donc, dans quel but, qu'est-ce qu'on essaie de faire donc, quand on fait de la cybersécurité? Et d'abord, on identifie en général nos objectifs de sécurité en fonction de ce qu'on appelle le DIC, c'est-à-dire la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Vous avez peut-être entendu parler des fois du triangle CIA. Alors CIA, c'est en anglais, c'est Confidentiality, Integrity, Availability. En français, on va parler donc du DIC et des fois aussi du DIC+, c'est-à-dire qu'on va ajouter certains éléments donc à ces objectifs de base-là, à ces besoins fondamentaux là, qu'on a dans les organisations, donc les besoins de protection qu'on peut avoir. Et donc, on va toujours les exprimer en fonction au minimum, de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité. Donc, quand on parle de la disponibilité, on s'intéresse à tous les éléments qui sont en mesure de venir nuire à la disponibilité de l'information. Donc, par exemple, on parle de destruction des données ou de cryptage, de chiffrement des informations, donc des attaques là, de type ransomware où on va venir encrypter les données sur votre disque dur et vous ne serez plus à mesure d'y avoir accès. Donc, il va y avoir une perte de disponibilité. L'intégrité fait référence à la modification des données. Donc, cette modification-là pourrait être accidentelle, mais pourrait aussi être volontaire. Donc, quelqu'un peut venir changer des informations dans une banque de données. Donc, pensez à un étudiant qui pourrait peut-être venir vouloir changer sa note pour l'améliorer, ou un fraudeur qui voudrait modifier le solde de son compte. Donc, pour donner l'impression qu'il y a plus d'argent dans son compte, bien, ça serait ce genre d'élément-là. Donc, et c'est en référence à cet aspect-là de l'intégrité des données. Finalement, la confidentialité. Donc, quand on parle de la confidentialité, on parle d'un besoin interne des organisations qu'une information ne soit divulguée qu'à des gens qui sont autorisés à avoir l'information. Quand on parle d'informations privées, ben dans le contexte organisationnel, ça peut avoir un lien avec la confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas divulguer des informations privées d'un client, par exemple, mais quand même, ce n'est pas la même chose. Donc, la protection des renseignements personnels, ce qu'en anglais on appelle privacy, bien ça c'est un droit légal, un droit fondamental des individus à choisir qui va avoir accès à leurs informations, alors que quand on parle de confidentialité dans un contexte organisationnel, on parle plutôt d'un besoin de l'organisation, donc de contrôler qui va avoir accès à l'information. Et donc, une violation de cette confidentialité-là serait la divulgation non autorisée d'informations. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments de base là, qui vont former, auxquels on va s'intéresser quand on va parler des besoins ou des objectifs de sécurité de l'information d'une organisation. Et quand on parle de cybersécurité, ben on parle de la sécurité de l'information dans un contexte connecté. Alors, comme la plupart de nos organisations sont toujours très connectées entre elles, connectées via des réseaux étendus, et en particulier l'Internet, qui est le réseau étendu le plus populaire et le plus utilisé dont les organisations ont besoin d'utiliser, ben, c'est pour ça qu'on va plutôt parler de sécurité, de cybersécurité, plutôt que de parler de sécurité de l'information. Dans les faits, les deux sont assez proches quand même. L'organisation fait de la sécurité de l'information, mais opère dans un contexte de cybersécurité. C'est très possible là, dans les cours en général, mais dans cette présentation-ci, dans ce cours, je vais souvent mélanger les deux aussi, inquiétez-vous pas. Ça reste souvent un débat philosophique à savoir quel terme on devrait utiliser quand. Ben, on est dans la sécurité de l'information et quand on est dans un contexte de connexion, de branchement à des réseaux étendus,
ben, on va plutôt vouloir parler de cybersécurité. Donc, un autre élément important que je pense que vous devez comprendre, c'est le triangle de la fraude, c'est-à-dire quelles sont les motivations d'un cybercriminel à vouloir poser un crime dans un contexte de technologie de l'information, dans un contexte de cybersécurité. Et c'est vraiment pas très différent dans le fond que dans un contexte général. Donc, il y a toujours donc cet aspect-là de la fraude qui comporte l'intention criminelle. Et l'expression des avocats pour ça, là, en latin, c'est le mens rea, donc l'intention criminelle. Et ce qui va faire la différence entre la fraude et un incident de sécurité qui n'est pas nécessairement une fraude, c'est l'intention criminelle. C'est-à-dire qu'on peut faire une erreur, on peut accidentellement causer un dommage, poser un geste qui va avoir des conséquences financières, par exemple, sur une organisation. Mais s'il n'y a pas d'intention criminelle, ben, il n'y aura pas vraiment une fraude. Ça peut être de l'ignorance, de la stupidité, une erreur, un accident, mais ça ne sera pas une fraude. Mais c'est certain que nous, dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité de l'information, ben on va s'intéresser beaucoup à la fraude parce qu'une grosse partie de nos énergies va aller, et des énergies de l'organisation vont aller vers se protéger donc des aspects plutôt criminels, intentionnels et donc de la fraude. Donc c'est important qu'on comprenne bien ça. Et dans l'ensemble des formations que vous allez faire, donc gardez ça en tête, qu'est-ce qui va motiver donc des individus à vouloir poser des gestes. Et on peut représenter ça par, dans le fond, trois éléments importants. Donc, et d'où l'idée de triangle avec le 3. Donc, l'opportunité, la rationalisation et le besoin. Donc, l'opportunité, c'est-à-dire que j'ai une possibilité de commettre une fraude, peut-être parce qu'il y a un manque de contrôle interne, il y a un manque de surveillance, il y a un manque de une absence de mécanisme adéquat pour protéger l'infrastructure technologique de l'organisation ou les processus d'affaires en lien avec les technologies de l'information, ce qu'on appelle communément donc un système d'information, un ensemble de composants, de technologies, de logiciels, de données, d'individus, de processus d'affaires. Donc, un manque de mécanismes associés à ces éléments-là. Et donc, ça va créer une opportunité. Alors qu'il y a l'opportunité, je prends connaissance comme fraudeur potentiel de cette opportunité-là, ben, je vais rationaliser que je suis justifié de le faire. Donc, j'ai une justification morale qui est fondamentalement subjective. Donc, c'est dans mon imagination, dans mon impression, dans mon psyché, où je vais dire, ben, je suis pas assez bien payé, ou ben, de toute façon, c'est juste des riches, je prends de l'argent des riches, c'est pas grave, ça ne les dérange pas. Je vole le gouvernement, c'est pas grave, le gouvernement de toute façon, ou l'organisation, ou quelqu'un a mal agi, et donc je me justifie donc de poser le geste, et j'ai un réel besoin de le faire. Peut-être que j'ai des dettes, peut-être que je veux me venger envers l'organisation, peut-être que j'ai des problèmes de dépendance aux drogues, l'alcool, le jeu, ou d'autres raisons, ou des pressions peut-être de mon environnement, de mon conjoint, de mon épouse, de mes enfants, de la société dans laquelle je vis, où j'ai des pressions qui m'amènent à avoir un besoin justifiable, donc que je vais rationaliser, et en profitant de cette opportunité que j'ai. Donc, quand les trois éléments sont présents dans le temps, à un moment donné, et ben là, ça va être justifié pour moi de vouloir poser le geste. Donc, d'où l'idée de l'utilisation du triangle de la fraude pour comprendre, puisque ça nous amènera donc au prochain élément, qui est le triangle du risque. Donc, le risque qu'on va représenter comme ayant trois composantes fondamentales. La menace, qu'on peut aussi appeler l'aléa, qui est donc un accident, un virus, un cybercriminel, quelque chose qui potentiellement donc pourrait mettre en œuvre ce fameux triangle donc de la fraude dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça va être des menaces potentielles. Les menaces, et on le disait tout à l'heure avec le triangle de la fraude, on parlait de l'opportunité,
Donc, une des opportunités pourrait être une vulnérabilité dont j'ai connaissance, soit un bug, une erreur de configuration, une faiblesse dans mes processus, dans mes contrôles ou dans différents éléments du système d'information. Et finalement, ben, entre la menace et la vulnérabilité, il y aura, donc quand les deux existent, une certaine exposition au risque. Donc, on peut penser à un impact, un dommage potentiel. Donc, ça, c'est notre exposition au risque, si jamais le risque se matérialise. Donc, quand ces trois éléments-là sont présents, donc il y a le potentiel de risque. Et quand je vous parlais de l'impact ou des dommages potentiels, ben, là, je suis en référence, là, je suis en relation avec mon DIC, donc mes objectifs de sécurité, disponibilité, intégrité, confidentialité. Donc, un bris de la disponibilité, de l'intégrité, de la confidentialité serait un impact négatif ou ça peut être évidemment un impact financier. Quand j'ai donc ces éléments-là, j'aurai le potentiel d'un risque qui pourrait se matérialiser et on va venir à ça avec quelques exemples là, tout à l'heure. Mais fondamentalement, un cybercriminel donc, qui pourrait profiter donc, de cette situation-là va voler de l'argent et ensuite va vouloir blanchir cet argent-là. Donc, juste vous montrer, pendant qu'on est là, donc cette possibilité-là, ce lien-là entre tous les aspects reliés à la fraude et à la protection contre la fraude, la gestion de risque, la cybersécurité et la lutte au blanchiment d'argent, donc qui sont tous des concepts qui sont en lien les uns avec les autres et on le représente ici. Donc, il y a une menace, il y a une vulnérabilité. Alors, quand la menace va exploiter la vulnérabilité, c'est là que le risque va se matérialiser. Donc, c'est tout ce concept-là de l'exploitation, donc d'exploiter une vulnérabilité de toutes sortes qui vont exister. Et c'est là que le risque va se matérialiser. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de risque potentiel à la page précédente, à l'image précédente. Ici, donc, quand il y a l'exploitation, le risque se matérialise. Et donc, c'est ici que les professionnels de la cybersécurité vont entrer en jeu, essentiellement de deux façons, et ça, c'est mes flèches rouges, là. Soit qu'on va vouloir réduire la probabilité d'exploitation d'une vulnérabilité, donc peut-être en corrigeant le bug ou en mettant en place une mesure de protection, un mécanisme, un processus d'affaires, donc en faisant des backups par exemple, c'est un processus d'affaires, en créant une politique de sécurité, c'est un processus d'affaires, en mettant un système de détection des intrusions qui va fermer des ports, qui va couper l'accès réseau, ça c'est des mécanismes. Et finalement, ben souvent, c'est les deux aussi. Hein. Quand je parlais des backups comme processus d'affaires, ben, il y a aussi une partie physique. Il y a des équipements qui sont en lien avec ça. Mais c'est toujours ayant pour but de réduire la probabilité d'exploitation et de réduire l'impact de l'exploitation. Donc, le système de détection d'intrusion va réduire la probabilité d'exploitation. Le système de backup va réduire l'impact puisque je vais recouvrir, donc récupérer mes données à partir de ma copie de sauvegarde, bien, c'est là que vraiment qu'il va y avoir donc une réduction de l'impact. Donc, je vais quand même avoir été hacké ou avoir des données qui vont avoir été détruites ou qui vont avoir été chiffrées auxquelles je n'aurais plus accès. Donc, une violation de la disponibilité. Mais je vais rapidement pouvoir éliminer ça et donc je vais pouvoir réduire l'impact. Et c'est là ici, donc on parle de la réduction de l'impact comme étant une des mesures qui vont être utilisées par les spécialistes. Donc, je vous parlais là aussi donc, de la réduction de la probabilité d'exploitation. Ben, une politique de sécurité, une bonne politique de sécurité avec un programme de sensibilisation vont plutôt affecter la probabilité d'exploitation. Et là, on va de toute façon tout à l'heure parler de différentes solutions. Je veux quand même souligner que même s'il y a différents types de crimes, dans la majorité des cas, la motivation des cybercriminels, c'est l'argent. Donc, soit qu'il va utiliser l'informatique ou les technologies de l'information comme cible, il va rentrer dans les systèmes d'information et faire des transactions qui vont lui permettre d'aller récupérer de l'argent ou de bloquer vos données et de vous demander une rançon pour avoir de l'argent
ou qui va voler des données personnelles et qui va utiliser ces données personnelles-là, il va les revendre sur des réseaux de cybercriminels dans ce qu'on appelle le dark web ou des choses comme ça. Mais dans ces cas-là, le cybercriminel il est motivé par l'argent et il cible les systèmes d'information pour aller chercher ces choses-là qui vont lui donner de l'argent. Ou sinon, il y a des crimes où l'informatique est un instrument. Donc, on peut penser aux pédophiles qui vont essayer de recruter des jeunes victimes en utilisant des réseaux. Ben là, c'est un instrument, donc on va utiliser. On peut penser à un cybercriminel qui va essayer de convaincre des aînés d'envoyer de l'argent ou qui va se faire passer pour Revenu Canada pour essayer donc d'aller vous amener à aller déposer de l'argent. Ben, il va faire ça en utilisant la technologie de l'information ou de l'informatique comme un instrument de son crime. Donc, pour chacun des éléments, chacun des composantes d'un système d'information, il y aura différents types de crimes qui vont pouvoir être utilisés, qui vont pouvoir être commis, soit en ciblant les technologies de l'information ou en utilisant les technologies de l'information comme un instrument donc, de ces crimes-là. Et là, je vous ai mis ici là, les 6 composantes classiques quand on parle de système d'information. Donc, on parle des équipements, c'est-à-dire le hardware, les réseaux, les logiciels, donc software, les données, le data, les processus d'affaires et finalement les individus dans l'organisation. Donc, quand on veut comprendre comment les cybercriminels vont agir, on peut utiliser des modèles de référence comme le Cyber Kill Chain, donc qui est basé sur comment des groupes militaires vont mettre en place des actions militaires sur un terrain de conflit dans le champ de bataille. Et essentiellement, donc, on a adapté Lockheed Martin, je pense à l'époque, qui avait adapté ça à une version TI, donc de cybercriminalité, avec essentiellement les mêmes étapes. Donc, la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, on va chercher de l'information, on va utiliser les médias sociaux, on va utiliser différents outils sur Internet, des banques de données, des inscriptions de sites web, etc., pour aller chercher le plus d'informations possible sur notre organisation cible ou sur notre cible en général. Ensuite, on va s'armer, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, on va s'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour être en mesure donc d'infiltrer le réseau, les systèmes d'information, l'organisation ou d'attaquer les individus. On va donc livrer avec ces outils-là, on va livrer donc une charge vers l'organisation, vers le réseau. On va exploiter donc la vulnérabilité, je vous en parlais tout à l'heure. Et finalement, donc, on va installer différents outils, que ce soit des virus, des trojans, cheval de Troie, etc. Et à partir de là, on va prendre le contrôle. Donc là, on installe le CNC, Command and Control en anglais. Donc les infrastructures de commande et de contrôle pour qu'on soit en mesure de faire ce qu'on a à faire, de se promener dans le réseau, de voler les données, de causer les dommages, de bloquer les fichiers, etc. Et finalement, on va s'exfiltrer, c'est-à-dire qu'on va essayer de sortir et le bon cybercriminel compétent va essayer de le faire sans laisser aucune trace de son passage pour être en mesure donc de bien profiter de son crime. Il passera ensuite à d'autres phases comme de blanchir de l'argent, par exemple. Alors, comme je vous dis, moi, je n'essaie pas là, de vous convaincre que c'est bien. Là. Hein, l'idée, c'est de comprendre. Donc, et ça, c'est la façon dont les cybercriminels tendent à agir, ou en tout cas, c'est un modèle qui nous permet de comprendre comment les cybercriminels agissent. Je mentionnais tout à l'heure les différents composants des systèmes d'information. Il faut garder en tête que notre plus gros problème, notre problème qui est le plus complexe et le plus difficile à comprendre, est le facteur humain. Donc, je vous parlais de l'humain comme cybercriminel qui va commettre la fraude à partir du triangle de la fraude. L'humain qui est aussi notre employé, qui est notre collègue, qui est les individus dans l'organisation. C'est un des éléments sur lesquels on doit agir quand on va penser à la cybersécurité. Donc, on doit mettre en place des politiques de sécurité. Ces politiques-là doivent être centrées sur l'humain. Donc, il faut garder en tête
que ce sont des individus qui vont utiliser, qui vont devoir respecter ces politiques-là. Donc, elles doivent être réalistes, elles doivent correspondre aux réalités et à la complexité donc de l'humain. On doit responsabiliser la haute direction. Donc, les gestionnaires de l'organisation doivent comprendre que c'est important, leur rôle est important. Il va falloir qu'ils allouent aussi des ressources, il va falloir qu'ils donnent l'exemple aux différents individus dans l'organisation, puisque si eux-mêmes ne respectent pas la cybersécurité, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tout le monde le fasse? On doit mettre en place un programme de sensibilisation. C'est certainement l'outil qui est le plus efficace si on regarde au niveau du retour sur l'investissement. C'est l'outil qui sera le plus rentable, c'est-à-dire de former les individus, de sensibiliser les individus à l'importance et au rôle de la cybersécurité, comme j'essaie de le faire en partie dans cette formation-ci. On va faire ça avec l'ensemble des gens de l'organisation pour qu'ils comprennent bien l'importance de ça et le fait que des fois un petit geste anodin peut avoir de conséquences très graves sur la sécurité globale de l'information. On doit mettre en place ce programme-là, mais on doit aussi s'assurer que ça fonctionne. Et ça, on va faire des tests qu'on appelle des tests de phishing, donc d'hameçonnage, ou de vishing. Donc, on va essayer de convaincre les gens de faire des choses, de nous donner des mots de passe, de partager de l'information, de faire des choses qui ne sont pas conformes à notre politique de sécurité ou à notre programme de sensibilisation qu'on a mis en place. Donc, on va tester, on va s'assurer que les gens sachent aussi qu'on le fait et donc ils vont rester sur leur garde. On a l'importance de rester vigilants. Et les tests de phishing vont nous permettre de voir si nos programmes de sensibilisation fonctionnent, si nos politiques fonctionnent et si les individus dans l'organisation sont vigilants. On doit mettre en place au niveau de notre approche de cybersécurité l'approche zéro confiance, c'est-à-dire qu'on doit toujours mettre en doute finalement, donc au niveau des réseaux, des accès, des télécoms, du télétravail, des accès externes, des accès internes, des mots de passe, des accès physiques dans les locaux. Donc, développer cette philosophie-là où on va toujours questionner et mettre en doute et on va mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de valider qu'effectivement, il y a lieu donc de faire confiance à ce moment-ci dans le temps. Donc, c'est toute une philosophie là, qui s'appelle le Zero Trust en anglais, donc l'approche de zéro confiance. On va vouloir attribuer aussi à tout le monde les droits minimaux, ce qu'on appelle les privilèges minimaux. Donc, pour éviter que quelqu'un puisse avoir le contrôle, puisse prendre le contrôle, puisse poser des gestes. Donc, on va leur donner le minimum qui est requis pour être en mesure de faire leur travail. Et peut-être mettre en place des processus qui vont leur permettre, quand ils ont besoin, donc d'aller chercher une aide externe pour avoir des accès différents pour des choses bien spécifiques, mais qui pourront justifier, donc toujours le Zero Trust. On va vouloir avoir une ségrégation des tâches, c'est-à-dire qu'on va diviser, donc que ce ne soit pas la même personne qui va imprimer un chèque que la personne qui signe le chèque. Bien, on va séparer les tâches pour qu'il y ait toujours un élément donc, de complexité dans les processus d'affaires qui font que ça va être l'opportunité, donc, parce qu'on parlait tout à l'heure, je vous rappelle le triangle de la fraude, donc on va essayer d'éliminer les opportunités, donc on va s'essayer d'avoir des contrôles internes qui sont solides, qui sont efficaces, qui ne créeront pas cette opportunité-là, donc qui pourrait être éventuellement exploitée. Et finalement, d'un point de vue organisationnel, on va augmenter le niveau de maturité de l'organisation, donc par la sensibilisation, la formation, la validation, des programmes, des cours, des analyses de risque, on va partager les résultats. Donc, graduellement, en faisant ça, ce qu'on va faire, c'est augmenter le niveau de maturité organisationnelle en matière de gestion de risque, en matière de cybersécurité. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, on améliore notre position. On réduit donc les risques potentiels qui sont en mesure d'avoir un impact sur l'organisation. On a des solutions comme la défense en profondeur, ou Defense in Depth en anglais, donc où on va mettre dans le fond en place des mécanismes, je vous parlais tout à l'heure du rôle des professionnels de la cybersécurité qui vont vouloir réduire la probabilité qu'une vulnérabilité exploite une menace ou réduire l'impact. Mais ça va se faire par une approche en couches, donc il va comporter de nombreuses couches, comme les plures d'un oignon, qui fait que le cybercriminel qui va vouloir entrer, va devoir passer à travers toutes ces différentes barrières-là. Chacune de ces barrières-là sont des opportunités qu'on aura pour bloquer
ou pour identifier, donc qu'il y a une attaque en cours, ou pour bloquer un cybercriminel dans sa tentative, qui fait qu'on va être en mesure de mieux protéger nos organisations. Donc, en conclusion, comme gestionnaire, donc il y a un certain nombre de choses qu'on va vouloir faire. Donc, certainement les bases donc, de la sécurité et de la cybersécurité dans un contexte organisationnel sont de bien définir les priorités de l'organisation, de mettre en place un programme de continuité des affaires, de se fonder sur nos exigences de conformité comme organisation, soit avec des obligations légales ou contractuelles qu'on pourra avoir, de protéger donc notre marque de commerce, de favoriser, oui, la croissance de nos résultats financiers, mais pas à tout prix. Donc, de justifier comment est-ce que ça s'est lié avec nos objectifs de notre stratégie de cybersécurité, tout en se donnant les outils pour être en mesure de fonctionner comme organisation. On va vouloir se donner un leader, un chef de sécurité qui va avoir de l'influence, qui va avoir de l'impact, qui va avoir un mandat qui va être à haut niveau dans l'organisation, donc souvent qu'on appelle le CISO, le chef de la sécurité de l'information. On va vouloir aussi avoir des métriques, qu'on appelle les Key Performance Indicators, les KPI, donc des métriques qui sont de cybersécurité, qui vont être liées aux incitatifs financiers pour motiver les gens à vouloir les respecter. Donc, il va y avoir un lien avec les bonus. On va vouloir choisir ce chef de la sécurité-là, donc qui comprend la réalité de l'organisation, parce que c'est pas un dogme, c'est pas une religion, la cybersécurité. C'est pour que ça fonctionne, il faut que ça soit aligné avec la culture de l'organisation, donc qui va privilégier donc de créer un état d'esprit de cybersécurité qui va combiner des compétences techniques, donc il va comprendre ce qu'il faut faire, mais aussi qui est capable de faire le lien entre le business et la technologie, qui a des habiletés relationnelles, qui a des capacités politiques, donc qui va être à l'organisation. Donc, les recommandations pour le futur gestionnaire, d'abord de donner l'exemple. La sécurité, c'est la responsabilité de tous, mais ça commence par le gestionnaire qui doit accepter que la plus grande vulnérabilité, ça reste l'humain, qui va vouloir éduquer ses employés sur l'ingénierie sociale, sur la sécurité, qui va faire confiance, mais qui va vérifier, qui va ségréguer les tâches, qui va mettre en place des contrôles, qui va s'assurer que des audits internes, externes, donc il y a une vérification qui soit faite, qui va gérer le changement, qui va communiquer, qui va investir dans la formation des différents partenaires, donc des gens de l'organisation. Donc,